Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, en ce mercredi pour WebPress. WebPress, comme vous le savez, reçoit des journalistes et avec eux, nous décortiquons un peu les temps forts de l'actualité de notre pays et pourquoi pas d'ailleurs aussi. Aujourd'hui, je reçois deux journalistes qui font partie de la structure Journalistes en Action. Comme je vous l'ai dit, les intelligences, il y en a dans mon pays et j'assume toujours. Alors, je reçois d'ailleurs un nouveau licencié et je profite donc de l'occasion pour lui présenter les félicitations de la part de Journalistes en Action et de tous ses amis. Et nous l'appelons affectueusement Chikaleb. Très heureuse et félicitations pour votre licence. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Voilà, il fait partie du journal APIC et évidemment avec une plume que j'apprécie personnellement et énormément, Thierry Bongo d'Africa TV. Très heureuse d'être avec vous, Thierry Bongo. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà. Félicitations à Caleb aussi. Merci. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons vraiment courir derrière le temps. Nous allons parler de notre DIC pour la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui, tous les regards sont portés pas cette fois-ci pour l'Afrique du Sud, mais vers l'Angola, pas vers l'Afrique du Sud, mais vers l'Angola. En tout cas, plusieurs politiques et plusieurs autorités se rendront d'ici la fin du mois en Angola pour parler encore de la RDC. Alors, la toute première question à notre nouveau licencié, je crois que vous défendrez bien ce grade-là. Alors, Jeff Caleb, Géopolis nous a dit, vraiment Géopolis de notre excellent confrère Willy Kalinga, il nous dit crise congolaise en quête de parrain. Eduardo Dos Santos reprend le dossier, une solution imposée si impasse persiste. C'est un nouveau DIC, encore cette fois-ci, pour sauver la RDC. Y a-t-il vraiment crise en RDC? Oui, madame, il y a vraiment crise en République démocratique du Congo. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que les choses ne sont pas passées de la manière que d'aucuns auraient souhaité qu'elles fussent. Vous avez les facilitateurs désignés par l'Union africaine, M. Edem Koyo, qui se complique lui-même dans sa façon de procéder. Lui qui avait toujours dit que sans Étienne Tshisekedi, il n'y aura jamais de dialogue. Par la suite, il a décidé d'aller au dialogue avec d'autres opposants. Les conclusions de ce dialogue ne sont pas encore prêtes d'ailleurs. On attend toujours ces conclusions-là. Les conclusions du dialogue ne sont pas encore... non, les conclusions... Les conclusions sont là, mais on attend simplement la signature. On attend la signature. Okay. Donc, c'est parce que les facilitateurs de l'Union africaine n'ont pas réussi à mettre autour d'une même table tous les acteurs politiques concernés dans cette crise. Il a laissé à l'extérieur M. Étienne Tshisekedi, Moïse Katumbi et le rassemblement. Vous êtes sans ignorer que c'est Étienne Tshisekedi qui avait toujours exigé la tenue d'un dialogue pour préparer les élections et préparer aussi la sortie ou le départ de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont à l'extérieur et Edem Koyo et les autres opposants, donc avec M. Vital Kamerhe, lui d'ailleurs qui avait toujours vilipendé le dialogue, lui qui avait toujours... C'est le Nelson Mandela, lui il voit très loin, il voit que, en tout cas, si on ne dialogue pas, le pays va buter à une crise comme en 1980, vers les années 2000, quand on a tenu le DIC. Donc il prévoit, il sait qu'il faut dialoguer. Pourquoi vous vous acharnez contre Vital Kamerhe? Je n'en disconviens pas, madame Paulette. On ne s'acharne pas contre la personne de M. Vital Kamerhe, mais c'est sa façon de se comporter qui laisse à désirer. Lui qui avait toujours traité de tous les mots ce qui était pour les dialogues, il a vite changé de camp. Il a accepté d'aller au dialogue et aujourd'hui, il conditionne la signature de l'accord par l'obtention de la primature. D'ailleurs, c'est ça qu'on a appris de sources sûres ou des sources généralement bien informées qu'on a accordé cette primature à l'opposition. Donc cela donne lieu à conclure que ceux qui sont au dialogue ne sont pas à la recherche de la paix ou ne sont pas au service du peuple congolais. Ce sont les opposants qui sont en quête de positionnement politique et en train de chercher la satisfaction, voulais-je dire, de leurs intérêts égoïstes. Thierry Bongo, un autre DIC, cette fois-ci c'est pas l'Afrique du Sud. On se rappelle comment, en tout cas, à l'époque, les Congolais se sont battus pour que le pays ne soit pas balkanisé à l'époque déjà, parce qu'il y avait le RCD, si je ne me trompe pas, il y avait le MLC, l'aile du gouvernement, le pays était déjà scindé en trois à l'époque, et cette fois-ci, Angola, ça sauvera la RDC? D'abord, il faut comprendre que l'Angola s'intéresse particulièrement à la République démocratique du Congo parce que
la position géographique de la RDC fait qu'elle est très influente par rapport aux autres États voisins. Donc quand il y a crise en RDC, ça impacte directement sur les pays voisins. Et l'Angola est l'une des grandes portes d'entrée que compte la RDC, et notamment pour les Quinois. Vous savez quelle est la fréquence du trafic que nous avons avec l'Angola à travers l'Oufou et à travers d'autres postes frontaliers. Et la frontière entre nous et l'Angola n'est pas délimitée par plus ou moins 2000 km de frontière, si je ne me trompe pas. C'est vrai, je veux dire, elle n'est pas délimitée par la nature. Il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de montagne qui nous limite. Ce sont des plaines et c'est comme c'est facile à traverser. Vous êtes à l'Angola comme en RDC sans vous en rendre compte. J'aimerais revenir sur ce que mon estimé confrère Joseph Kazalidi Caleb a dit tout à l'heure. Nous sommes avec lui en train de couvrir les activités du dialogue. Et je crois que la quintessence même de cette rencontre, c'était la recherche d'anticiper les conséquences de la crise actuelle. La crise actuelle, nous l'avons déterminée, qui a pour cause les élections. Cette crainte que nous avons, nous Congolais, de voir l'avenir de notre pays hypothéqué faute d'alternance. Et donc, je ne suis pas très d'accord avec lui quand il pense que ceux qui sont partis discuter pour trouver une solution anticipée au problème ont eu un tort. Quand on parle du changement de Vital Kamerhe, je ne prends pas sa défense, mais si on dit que Kamerhe a changé, c'est que les autres aussi ont changé. Si Kamerhe avait refusé le dialogue pendant que les autres en voulaient, et qu'il accepte aujourd'hui pendant que les autres le rejettent, c'est que les autres aussi ont changé. Mais eux, ils ont gardé leur constance, Thierry Bongo. Et la constance, quand vous dites que vous êtes pour le dialogue, et puis vous dites que vous n'êtes plus pour le dialogue. Je crois que les gens sont en train, je pense que les politiques sont en train de nous subjuguer, de nous submerger de conditionnalités qui, semble-t-il, ne rencontrent pas nécessairement la volonté populaire. Nous avons un problème, nous devons organiser les élections. Les élections et de bonnes élections. Comment le faire dans les délais constitutionnels? Comment le faire dans un temps proche de délai constitutionnel? Parce que certains puristes pensent que les délais constitutionnels ne sont pas des termes inscrits dans la Constitution. D'accord. Comment le faire à bonne date? C'est maintenant le terme qui est appliqué par tout le monde. Comment le faire à bonne date? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. On ne sait plus très bien quand ça reste. Parce que toute la classe politique est d'avis qu'au 19 décembre, au 20 décembre, il est impossible en RDC d'organiser les élections dans la formule la plus représentative que couvre la Constitution. Parce qu'il y a d'autres formules qui peuvent être appliquées, mais qui ne sont pas couvertes par la Constitution. On a notre style de démocratie, notre style de vie politique que la Constitution garantit et qui ne nous permet pas de faire autrement. Et cette façon de faire que la Constitution nous garantit, cette façon de faire les élections, ne peut se faire avant le 19, avant le 20 décembre. Aujourd'hui, et je crois, pour chuter, que ceux qui ont décidé d'aller dans ce dialogue pour trouver des solutions n'ont pas tort. Comme ceux qui ont refusé d'y aller parce qu'ils estiment que ça ne va pas porter des fruits. C'est leur intime conviction. Ils n'ont pas tort, c'est leur point de vue. Seulement, je crois qu'en démocratie, nous devons être tolérants. Arrêtons de diaboliser les choix des uns et des autres parce que personne n'est un ange. Personne aussi a le monopole de la population. Jeff Caleb, aujourd'hui, nous avons deux forces en présence. Il s'est tenu le dialogue. On attend, bon, vous avez dit les résolutions sont là, on attend la signature. Il s'est tenu le conclave et les résolutions sont là. Maintenant, comment on va concilier ces deux forces aujourd'hui en présence en République démocratique du Congo, la majorité réqualifiée et le rassemblement? Oui, madame, avant de répondre à votre question, permettez-moi de recadrer ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure. Vous êtes sans ignorer que lorsque Jean-Bertrand Ewanga avait décidé de démissionner de son poste au sein de l'UNC, il a été traité de tous les mots. Et M. Vital Kamerhe et les siens n'avaient jamais cessé de dire qu'au dialogue, il ne sera pas question du partage des gâteaux. Mais aujourd'hui, ils exigent la primature avant de signer l'accord. Cela prouve à suffisance qu'ils sont à la recherche ou ils sont en quête de positionnement politique. Ça n'a rien à voir avec un acteur politique qui est là pour chercher la paix ou privilégier l'intérêt. Lorsqu'on peut privilégier la paix, il n'y a pas de condition. Il s'est tenu les concertations dans ce pays. Il y a eu plus ou moins 800 résolutions, si je ne me trompe pas. Mais le gouvernement en a appliqué une dizaine, tout simplement. On a besoin, selon eux, d'avoir un gouvernement qui appliquera
ces résolutions qui sortiront de ce deux forces aujourd'hui du rassemblement ou du concours. Quel est ce gouvernement? Et ils disent que c'est pas Matata Ponyo qui appliquerait ces résolutions. Hein. On l'a vu avec les concertations aujourd'hui. Donc, il faut qu'il soit là pour qu'il applique ce qui va sortir de ce dialogue. C'est vraiment difficile. Si il y aura un gouvernement avec un ministre de l'opposition, un premier ministre ici de l'opposition, un premier ministre de l'opposition et Joseph Kabila comme président, en tout cas, madame, moi je ne suis pas convaincu que les décisions qui seront prises à l'issue de ces dialogues seront appliquées. Mais le 1 plus 4 a bien marché, Thierry Bongo à l'époque, le 1 plus 4 a bien fonctionné. Pourquoi vous n'êtes pas convaincu qu'avec un ministre de l'opposition, ça marchera? Les 1 plus 4 n'a pas marché parce que nous revenons toujours au point de départ. C'est-à-dire les choses n'ont pas évolué. Et maintenant, pour répondre à votre question, puisque vous avez parlé du conclave du rassemblement, ce qui s'est passé à l'Imité, c'était une rencontre qui avait pour but de mettre en place une nouvelle feuille de route. Parce que vous êtes sans ignorer que les acteurs politiques réunis autour d'Etienne Tshisekedi considèrent ce qui se passe à la cité de l'Union africaine, au Kantiati, selon les opposants réunis au sein du rassemblement, ils considèrent cela comme une rencontre de la majorité présidentielle, donc, de la famille politique du chef de l'État qui se restructure. C'est-à-dire, tout ce qui sera pris comme décision à l'issue de ces monologues, selon le rassemblement, sera considéré comme une feuille de route de la majorité. Ils viendront avec cette feuille de route et le rassemblement aussi viendra avec sa feuille de route. Et c'est à ce moment-là que le vrai dialogue va commencer, parce que c'est la position soutenue par la communauté internationale. Mais si c'était du dialogue, on allait gagner du temps. Ça ne veut pas perdre du temps. Pourquoi faire deux choses? Ils ne peuvent pas aller au dialogue parce que le monsieur qui est là comme facilitateur a été récusé. Mais aujourd'hui, puisque on évoque les cas d'Edem Kodjo, moi-même je me pose la question de savoir, Edem Kodjo est-il devenu médiateur? Il est facilitateur, puisque je ne comprends plus rien. Le rôle du facilitateur, c'est d'approcher les partis. Lorsque les négociations commencent, la mission du facilitateur prend fin. Je ne pense pas que le professeur Kitima va me contredire. Et maintenant, Edem Kodjo est devenu médiateur, c'est lui qui propose. Et donc, je pense que le rassemblement avait raison de dire que M. Edem Kodjo est au service, est un grand kabiliste selon Etienne Tshisekedi. Donc je pense que le vrai dialogue commencera en Angola. Ce sera en Angola. Le vrai dialogue se tiendra en Angola. En Angola, ce qui va se passer en Angola, c'est en quelque sorte une rencontre pour essayer d'harmoniser les vues et amener. On évoque déjà la possibilité de la nomination des nouveaux facilitateurs. Et il y a certains on a entendu que ce sera Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Voilà, Kofi Annan. Donc le vrai dialogue commencera au moment où Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila seront autour d'une même table. Donc ce qui se passe à la cité de l'Union africaine, donc ça n'a rien à voir avec... je rebondis là-bas. Est-ce que ces deux personnalités tiennent en main aujourd'hui le destin de la RDC? Le président Joseph Kabila et M. Etienne Tshisekedi. Les deux doivent se surpasser et se mettre autour d'une table pour sauver ce pays. Il n'y a que deux qui peuvent sauver ce pays alors. Joseph Kabila est président de la République. C'est tout à fait normal qu'il ait une part de responsabilité sur le devenir commun de la République démocratique du Congo. Il est indéniable aujourd'hui de constater que M. Etienne Tshisekedi est président et à la tête d'un regroupement d'acteurs politiques, regroupement politique important de l'opposition, non négligeable, un regroupement qu'on doit entendre, qu'on doit nécessairement entendre. Mais là où j'aimerais revenir aussi un petit peu, c'est parce que... Je vous en prie, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous prenez les idées des autres. Quand mon confrère Khaled dit que ceux qui sont partis à l'OUA, c'était pour le poste, je trouve que c'est assez simpliste. Mais la finalité est là. On exige la primature. Il doit comprendre que quand les acteurs politiques se réunissent pour décider de comment se faire demain, ils doivent mettre les mécanismes de la réalisation de leurs aspirations. Ce mécanisme-là, c'est ça. Ce mécanisme-là, c'est restructurer le gouvernement comme proposé, parce que le gouvernement a été tenu responsable
de la non-tenue des élections. S'il n'y a pas élection aujourd'hui, c'est parce que on sanctionne l'une des remarques faites lors de on ce dialogue, sanctionne donc c'est que le gouvernement a péché. Okay. Si ça n'a pas marché, c'est parce que la CENI n'a pas été financée. On doit restructurer la CENI aussi. On doit restructurer la CENI, on doit restructurer le gouvernement. Il n'y a pas de mal à ce que les Congolais se mettent autour d'une table pour décider ensemble de comment gouverner, gérer le pays en moment de crise. Et je crois que même le conclave de l'IMET est tombé sur une proposition de gestion commune de la République. Le régime spécial, c'est ça? Pourquoi? Oui, justement, il faut qu'on le dise. Il y aura un gouvernement. Le régime spécial sans Kabila. On en parlera. Il y aura un gouvernement où les acteurs politiques seront dedans. Pourquoi ce gouvernement-là dont il fait allusion n'est pas qualifié de gouvernement de gluten de personnes qui vont vouloir chercher là le poste et seulement ceux sortis du dialogue? Il faut comprendre qu'il ne faut pas qu'on puisse faire de la spéculation inutile. Les acteurs politiques, quand il faut des propositions, ils demandent à ce qu'ils puissent être réalisés. Et cette façon de réaliser, c'est dans la gestion. Alors, ne nous voilons pas la face, nous sommes des anges, nous sommes venus discuter, ce que nous allons discuter va s'arrêter là, à qui veut l'appliquer, l'applique. Non. Le problème, c'est un problème de gouvernance. La gouvernance n'a pas tenu ses rangs, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette catastrophe, à cette crise électorale que nous avons aujourd'hui. Alors, la première des solutions, à mon avis, c'est de pouvoir mettre les acteurs politiques qu'il faut, qui ont la volonté, l'esprit du dialogue, l'esprit infusé dans le dialogue, de pouvoir réaliser les élections à bonne date pour qu'on puisse aller de l'avant. J'aimerais revenir sur l'Angola. Pourquoi là? C'est vrai, c'est là où se trouvera la solution. On a l'impression que les problèmes congolais se règlent toujours à l'extérieur. Depuis l'indépendance, on a obtenu l'indépendance en Belgique avec la table ronde de Bruxelles. Oui. Et aujourd'hui, pour sortir de la crise en RDC, il faut toujours aller quelque part en dehors de la Belgique, RDC. On peut citer l'Angola, c'est une partie de la on peut le faire. Il y a un aspect important, c'est que parmi certains acteurs politiques qui doivent être là selon un certain camp, il y a Moïse Katumbi qui ne sait pas revenir au pays. C'est une occasion pour cet acteur politique qui n'est pas des moindres aussi de pouvoir participer, donner sa voix dans un dialogue. Mais là où j'aimerais aussi revenir, c'est que, en fait, en Angola, il n'y aura pas grand-chose à faire, parce que si vous regardez la feuille de route du rassemblement et la prise de position qui semble-t-il va être acceptée par l'accord politique dans 24 heures, c'est là les retombées de l'accord politique en question. Si on les oblige à signer cet accord dans 24 heures, si selon ce que nous entendons, la majorité va céder aux besoins de l'opposition, il n'y a pas de grande différence. La seule grande différence, c'est que dans un camp, on ne veut pas de Kabila et dans l'autre, on le tolère. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que le Congo doit souffrir de la subjectivité du choix des personnes ou le Congo doit bénéficier de la volonté de tous d'aller de l'avant? Je crois que la question est bien posée et c'est aux acteurs politiques d'y répondre. Par rapport à l'accord politique dans 24 heures, on l'a suivi, le président Kabila a réuni ses majors à Kingakati pour en tout cas créer cette cellule pour préparer les élections. Ça a suscité des réactions, tout le monde s'est posé la question, c'est quoi cette cellule pour les élections? On a dit la majorité cette fois-ci se prépare, l'opposition est là toujours en train de rêver, et quand il va se réveiller, ce sera trop tard. Et pourquoi l'opposition ne se prépare-t-elle pas aux élections? La majorité se prépare, l'autorité morale a dit cette fois-ci on se prépare pour les élections, mais l'opposition, on a l'impression qu'il est toujours en train de nous appeler dans les villes mortes, à porter du jaune le 19 octobre, à des actions qui, pour une certaine opinion, est une pure distraction. Et elles n'ont qu'à préparer les élections qui, tôt ou tard, se tiendront réellement en République démocratique du Congo. On a vu Nanga ramener l'équipe. Donc les élections se tiendront. L'opposition n'a qu'à préparer les élections et pas à distraire l'opinion. Oui, Madame Paulette, l'opposition n'a qu'à préparer les élections. Moi, je pense qu'à ce stade, l'opposition privilégie ce qui est met en première position, ce qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est quoi? C'est le départ de Joseph Kabila. Parce qu'on a parlé de la restructuration du gouvernement. Je ne sais pas si dans la Constitution, il la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Madame, c'est un arrêt qui vient violer encore une fois de plus la Constitution. Donc lorsqu'on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation d'un nouveau président, ça signifie que les élections
ont été déjà, les corps électoral a été convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Il y a eu élection, il y a un président élu, et avant son entrée en fonction, c'est lui qui est là, reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais ici, Joseph Kabila est à la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel. L'article 220 l'interdit d'aller au-delà des limites constitutionnelles. Donc, c'est-à-dire, si Kabila était à la fin de son premier mandat, et qu'on arrive dans cette situation, à mon niveau, je pense que ça pouvait se comprendre. Mais maintenant, l'article 220 est verrouillé, donc Joseph Kabila ne peut pas aller au-delà des limites constitutionnelles. La même il a dit, il n'a jamais dit, et il n'y a aucun article de la Constitution qui demande à ce que le président parle de ça. On est clair, quand même. On ne demande même pas au président de parler, on demande au président de respecter la Constitution. Respecter la Constitution, c'est-à-dire organiser les élections, permettre aux Congolais de vivre la première passation pacifique du pouvoir entre un président entrant et un président sortant qui est en vie. Donc, c'est la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Lorsqu'on parle de la restructuration du gouvernement, nulle part dans la Constitution, il est écrit que lorsque le président de la République arrive à la fin de son mandat, il procède à la restructuration du gouvernement en y intégrant les acteurs politiques de l'opposition. Ça, c'est contre la Constitution. Donc, c'est pour vous dire, si mesure exceptionnelle, on est dans une situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle, c'est-à-dire, Napoléon Bonaparte avait toujours dit que la situation dont on n'a pas compétence est un crime. Et agir en intellectuel aguerri, c'est savoir maîtriser les 5 infinitifs des fayoles. Donc, les gouvernements de Joseph Kabila. Donc, les gouvernements de Joseph Kabila, c'est-à-dire lorsqu'on dit gouverner, c'est prévoir. Donc, la crise actuelle, c'est une crise artificielle. Ça a été délibérément créé. C'est pourquoi moi je pense que la proposition du rassemblement est la meilleure. On doit aller au dialogue pour essayer de mettre en place un régime spécial pour assurer la gestion du pays après le 19 décembre. Ça sera avec un autre président, pas Joseph Kabila. Mais d'où tirerons-nous ce président-là? C'est ça aussi le hic. Voilà. Ce président viendra d'où? Puisqu'il n'y a pas le Sénat est illégitime aussi. Le Sénat est illégitime. Le président du Sénat n'est pas verrouillé par la Constitution. Kengo peut être président du Sénat pendant plusieurs fois. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, le mandat du président de la République est verrouillé par l'article 220. Donc, c'est-à-dire, si Kengo et le Sénat est illégitime, la responsabilité à qui revient la faute, la responsabilité. Voilà, c'est beaucoup. Nous revenons le hic là, qui sera parce qu'une certaine opinion, ou d'ailleurs le rassemblement nous voilait la face, dit que ça doit être Étienne Tshisekedi qui doit être président de cette transition, de cette période transitoire. Alors, mais la majorité dit niet, selon même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et ben c'est Joseph Kabila qui doit rester en fonction. Mais c'est ça aussi, comment départager? C'est toujours des points de vue qui semblent vraiment indissociables. Comment trouver ça? On va quand même pas refaire le 1 plus 4. Nous sommes en face de 2 camps politiques qui agissent dans les extrêmes. Exactement. Soit du côté de la majorité présidentielle, tout comme ceux du rassemblement, ils agissent en extrême. Et d'ailleurs, le malheur, moi je constate que toutes leurs propositions violent la Constitution en soi. Hein, que ce soit la proposition tant décriée par Jeff Caleb, que voilà, on ne peut pas aller au-delà, parce que l'article 220, ainsi de suite. Voilà, ça, je le concède, ça viole la Constitution. Mais la proposition aussi faite par le rassemblement viole tout autant la Constitution. Alors, nous avons 2 mâles qui se présentent face à nous. Entre 2 mots, vous pouvez choisir le moindre. Mais moi, je pense, le choléra et la peste. Moi, je pense, ça c'est mon simple avis. Je pense que, au-delà de tout ça, il faut toujours trouver un soubassement constitutionnel. Parce que la Constitution est notre mère, c'est celle-là que nous devons protéger le plus possible. Permettez-moi de vous dire. Hein? Donc, pour moi, je ne vois pas le soubassement constitutionnel de l'action posée par le rassemblement. Du régime spécial, non. Le régime spécial, je vois les acteurs politiques du rassemblement se battre pour l'expliquer. Mais je ne vois pas de soubassement constitutionnel à cet acte que propose le rassemblement. Et je vois même que c'est un revirement suicidaire contre la Constitution. C'est un coup d'État? C'était un revirement suicidaire contre la Constitution. C'est une proposition qui va totalement aux antagones de la Constitution. Et nous devons, je crois, faire des propositions qui se rapprochent plus de la Constitution. Et cette proposition-là, en tout cas pour moi, je la trouve totalement aux antipodes. Parce que, président, vous dites vous-même, on met
Tshisekedi président. En vertu de quoi? Qui le met? Il va agir sur base de quel texte? Est-ce que ce texte-là est acquis par toute la population? Est-ce que tout le monde va se retrouver en Tshisekedi en tant que président de la République? Va-t-il se sentir à l'aise, lui, qui est un homme légaliste, un homme qui est à cheval sur les principes, de diriger un pays sur base d'un coup d'état politique? Parce que c'est un coup d'éclat politique, ça. Donc, je ne vois pas Étienne Tshisekedi aller dans ce schéma-là, présider un pays comme le nôtre pendant 2-3 ans, sans qu'il n'ait eu la chance d'être élu par la population. Donc, je vois que il est important qu'on aille quand même en Angola. Peut-être que la solution intermédiaire va être trouvée là-bas. Mais pour le départ de ce pays, je crois que nous devons d'abord voir à quoi va aboutir ce dialogue. Ces conclusions-là, et si ça ne marche pas, on jugera. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger a relevé calmement un fait, le référendum. Pourquoi le mot référendum fait peur aux Congolais? Parce que si on ne se met pas d'accord, eh bien, le Congolais a la possibilité de placer son mot, et le Congolais, le seul moyen de placer son mot, c'est le référendum. On peut y aller. Le référendum, c'est une élection. On dit qu'on n'a pas de moyens pour organiser les élections présidentielles. Donc, tout simplement ça. Pourquoi faire un référendum si on n'a pas les moyens d'organiser les élections présidentielles? Donc, on n'a pas le moyen d'organiser le référendum. Alors, si on a les moyens d'organiser le référendum, c'est qu'on a le moyen d'organiser les présidentielles. Parce que le référendum, c'est une élection. Il faut un fichier électoral, comme on le dit si bien. Il faut qu'on détermine les électeurs, les personnes qui vont voter oui ou non par rapport à cette modification. Alors, qu'on ne dise pas que le référendum est possible aujourd'hui aussi en tant qu'on ne sait pas organiser les élections présidentielles. Oui, par rapport au référendum, c'est faisable. C'est la seule voie que le Congolais a pour s'exprimer. Lorsqu'on déclare que nous sommes dans l'impossibilité d'organiser des élections, mais dans le même temps, on évoque la possibilité d'organiser un référendum, cela prouve à suffisance qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'on a créé la crise pour s'éterniser au pouvoir. Nous allons prendre un autre thème, c'est Béni. Comme vous le savez, il y a encore eu des morts, en tout cas à Béni, une dizaine selon les dernières nouvelles. Mais c'est quoi à Béni? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des journalistes, c'est vrai que nous n'avons peut-être pas la possibilité d'y aller à Béni, mais les correspondants, nos correspondants qui sont là-bas, on se réveille chaque jour. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort, ouf, et on se réveille un bon matin, encore des morts. Et pourtant, on nous a dit qu'on a déplacé les autorités là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe à Béni? Bon, madame, en tout cas, moi je pense que moi, à la place du Premier ministre Matata Ponyo, j'aurais démissionné. Il ne dit jamais un mot d'ailleurs par rapport à Béni. Voilà, cette situation de Béni, des fois ça nous tape sur les nerfs, donc nous en avons marre. Donc chaque jour les gens sont massacrés, les femmes sont violées, il y a des morts et les gouvernements est spécialiste en discours. Donc pour nous faire des beaux discours, donc je pense qu'il y a des responsables au sein du gouvernement bien formés pour ça. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre de ce qu'ils nous donnent comme promesse, c'est vraiment compliqué. Et la situation des Béni, moi je pense qu'il y a... c'est entretenu, cette situation? Il y a une main noire dans ce qui se passe, puisque quelque part, lorsqu'on on déclare qu'il y a certains miliciens qui opèrent avec les tenues des forces réalistes, il faut aussi se poser la question, comment ces derniers parviennent à entrer en possession de ces tenues, c'est-à-dire il y a une complicité quelque part. Donc la situation de Béni, c'est pourquoi nous voulons que ce gouvernement puisse céder la place, qu'il y ait un gouvernement responsable qui va assurer la sécurité des Congolais et de leur vie. ADF Nalou, du régime. Thierry Bongo, Béni, les ADF Nalou, les jeunes aujourd'hui se réveillent, se posent la question, ADF Nalou. Et pourtant, on nous dit qu'on combat, qu'on les chasse, qu'ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore les Sud-Soudanais qui sont chez nous. Est-ce que l'Est de la République n'aura jamais cette paix latente attendue? Avec ça, est-ce qu'il y aura vraiment des élections dans cette partie de la République? La grande crainte que nous avons, et cela date depuis l'histoire de ce pays, c'est que l'Est, le Grand Est, a été toujours présenté comme le ventre mou de la République. C'est par là que passent toutes les rébellions, c'est par là que commence tout ce qui est de mal, les grands massacres se font à l'Est, c'est le ventre mou de la République. Et
ça influence même la sous-région. Où je me demande si c'est pas la sous-région qui Qui influence influence, l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont les rebelles d'autres pays qui opèrent chez nous, les ADF Nalu qui sont ougandais ici, les Sud-Soudanais ici, les autres, le Rwandais ici, donc on ne comprend pas. À chaque fois, c'est la présence de ces troupes rebelles étrangères qui est la raison des fois de raids des armées loyalistes des pays. Comme l'Ouganda a dit dernièrement on a même va venir. l'impression que tout ça est entretenu parce qu'on ne peut pas croire que nos vaillants FRDC qui ont reçu plusieurs formations, qui ont prouvé par plusieurs moments qu'ils sont capables d'agir militairement sur le terrain, n'arrivent pas à trouver une solution durable à ce problème. Bon, le problème de l'Est, je parle peut-être en l'air comme ça parce que je n'y suis peut-être pas encore allé, mais à entendre ce qui se dit et à entendre ce qui se dit dans les séminaires, ce que nous entendons, c'est un problème global. C'est un problème global. Sous-régional, un problème sous-régional. Il y a un problème sociétal important. Il faut qu'on puisse trouver des solutions par rapport aux réfugiés qui se sont installés là-bas, qui présentent aussi comme un problème par rapport aux différentes velléités belliqueuses d'autres pays. Il y a des présences qui gênent pour les voisins. Il y a des présences dans notre pays, notre hospitalité légendaire peut-être nous coûte cher aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains pays voisins qui en profitent pour régler les comptes de leurs frères ici chez nous. La RDC doit pouvoir se réorganiser en interne et faire de son mieux pour influencer les pays voisins à pouvoir aussi se réorganiser la paix chez eux. Hein, on ne peut pas toujours être... Écoutez, on parle des FDLR. Les FDLR, ça date depuis quand? 94. Jusqu'aujourd'hui, on peut encore parler des FDLR. Pourquoi le Rwanda n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à leurs frères? On parle des ADF Nalu, ZDF Nalu. Qu'est-ce qu'ils gagnent en tant que rebelles ougandais à tuer des Congolais chez nous? Pourquoi ils ne tuent pas des Ougandais chez eux? Ce sont les questions qu'on se pose. Maintenant, il y a cette question qui ne trouve pas de solution, qui ne trouve pas de réponse. Cette question-là ne trouve pas de réponse, qui prête à ce qu'on puisse supputer sur les responsabilités en interne, sur des entretiens en interne d'ici, de personnalités de ce pays, qui font qu'ils préfèrent que ça soit ici pour leurs intérêts à eux, les intérêts politiques, garder une certaine pression par rapport à... Surtout les richesses minières aussi, il faut pas... Les intérêts économiques aussi, par rapport à ça. Qui sont là. Aussi les intérêts de terre. Le Grand Est est grand, vaste, pratiquement inhabité. Il y a des gens qui peuvent en profiter pour peut-être garder une main mise sur une certaine population ou permettre à garder ces terres pour monnaie d'échange avec d'autres pays. Mais prenons quand même la position du Rwanda. Je ne sais pas si Kagame était un président exceptionnel, mais nous avons appris qu'il menace cette fois-ci de rompre ses relations diplomatiques avec la France, hein, parce que la France a réveillé le dossier de l'assassinat d'Abiyarimana. Kagame hausse le ton et frappe. Mais nous, on a l'impression que nous, de fois, quand la communauté internationale, mais je félicite quand même cette fois-ci notre gouvernement qui a, en tout cas, fait valoir le droit à la réciprocité, mais est-ce qu'on n'arrivera pas non plus à lever et taper de poing sur la table et dire nous coupons les relations diplomatiques avec la Belgique, avec la France, une fois pour toutes? Madame, moi je pense que en tout cas c'est vraiment impossible parce que nous-mêmes nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. À chaque fois qu'on a des problèmes, on a toujours fait appel à des forces étrangères. Et vous avez vu la fois passée les gouvernements congolais à travers son porte-parole monsieur Lambert Mende, à chaque fois il a toujours dit que la RDC est un pays souverain, on n'a pas besoin d'ingérence et qu'on sort. Mais lorsqu'il y a eu les vents de la fièvre jaune, on a sollicité l'aide de la communauté internationale. Donc c'est vous dire que nous-mêmes, lorsque nous sommes incapables de résoudre nos problèmes, je ne vois pas comment on peut arriver à prendre une décision qui va à l'encontre des idéologies des forces étrangères. Donc si Paul Kagame a agi de la sorte, bon, moi je pense que c'est quand même un acte à encourager. Oui, c'est un acte à encourager parce que vous voyez, le Rwanda aujourd'hui c'est un pays les mieux gérés parmi les grands pays ou les pays les mieux gérés de la planète. Et la RDC, nous sommes incapables d'assurer même ne fût-ce que la sécurité des Congolais. Là, dans l'Est, vous avez des rebelles soudanais qui entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, et la MONUSCO, il ne fait rien, il ne fait que... Mais ils sont entrés avec l'aide de la MONUSCO, de toute façon, il faut préciser. Et des conférences de presse
C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre ce que la MONUSCO fait chaque mercredi comme conférence de presse, parce que ce sont les mêmes discours, c'est les mêmes discours qui reviennent chaque mercredi, et dans l'Est il y a toujours des problèmes, il n'y a pas de solution. Vous comprenez la position de Kagame? Est-ce que Kagame est-il un président exceptionnel? Parce que quand même dire que nous, un pays africain, rompre les relations diplomatiques avec un pays occidental, peut-être Mobutu l'a fait à l'époque avec Israël, mais... sommes-nous capables, nous, de rompre des relations diplomatiques avec la Belgique ou avec la France par rapport à leur façon de parler, de dénigrer la RDC dans les médias internationaux? Non, je crois que la RDC, ce serait vraiment un péché de comparer la RDC au Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays qui a... Il y a plus de petits pays, Thierry. Bongo, il faut pas... Même l'espace, là. Je parle petit. Il n'y a plus de petits pays. Il faut enlever ça de la tête. Il n'y a plus de petits pays. C'est un pays plus facile à gérer que ceux que nous avons détendus. Les États-Unis sont bien gérés aussi, mais c'est grand. Ce n'est pas autant d'années que nous, c'est pas 60 ans, c'est pas 30 années d'indépendance, c'est plusieurs décennies. C'est plusieurs 5 siècles plutôt. J'aimerais dire plutôt ceci, c'est que aujourd'hui, la position du Rwanda. Vous donnez l'impression, sans vous couper, on réfléchit ensemble, vous donnez l'impression que la superficie de la RDC est un handicap. Vraiment, c'est ça que. Pourquoi c'est un handicap? Nous balkanisons ce pays? Non, je ne dis pas. Parce que nous ne parvenons pas à gérer un c'est un handicap, on ne peut pas toujours prendre la solution extrême. Nous avons un handicap, c'est la grande étendue de ce pays. Ce n'est pas ça le handicap principal. C'est le fait que nous ne l'avons pas bien administré. Nous l'avons pas bien administré. C'est la mal, la gouvernance, c'est pas la superficie de la RDC. Écartelé, il est difficile, vous, aujourd'hui, d'arriver à Lubumbashi, il faut payer $400. Bon, vous imaginez déjà, dans le même pays, vous payez le billet qui coûte pratiquement le même prix que celui que vous pouvez payer pour aller en Égypte et ailleurs. Donc voilà, c'est ça, c'est des handicaps. La distance, c'est aussi un handicap qui doit être surmonté par des dirigeants compétents. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à Kagame, c'est que il a aujourd'hui, il bénéficie, il peut tenir ce langage du fait de l'embellie économique que le Rwanda présente aujourd'hui. Et du soutien des États-Unis. Il a ce soutien des États-Unis, il gère bien son argent, ils sont en plein essor aujourd'hui, et ça leur permet de pouvoir tenir tête aux Français, parce qu'ils disent qu'ils peuvent s'en passer d'eux. Ils peuvent s'en passer de toutes les façons, ils peuvent s'en passer. Et ce qui est différent de nous, parce que nous sommes un pays sous assistance internationale. Sous perfusion d'ailleurs, sous assistance internationale. Vous avez une armée loyaliste qui travaille à côté des forces internationales de la MONUSCO. Ça fait 2 armées dans un même pays. Vous avez, même si vous regardez, vous prenez ces petits exemples, nous avons eu dans ce pays notre régie de voies aériennes qui a été gérée par un étranger. RVA. La RVA. Par un Français, c'est un Français qui a géré ce pays, qui a géré. Vous avez l'OCC, mais vous avez mis aussi une autre agence, Bivac, qui va travailler en amont, comme le faisait l'OCC à une certaine époque. Donc nous avons nous-mêmes mis notre pays sous assistance internationale. Vous imaginez que même les intrants de la régie des eaux étaient donnés par la Banque mondiale. Vous avez vu le scandale qui s'est fait passer, qui s'est passé plutôt dans la capitale ces derniers temps avec les décharges publiques. C'était l'Union européenne. Vous avez un pays qui est sous assistance internationale. Il est difficile à un pays de ce genre de pouvoir parler au-delà de ces pays étrangers occidentaux avec le ton qu'on a pris. Je vous demande si le risque pris par nos autorités a été mesuré. Parce que nous avons un grand travail en RDC à faire, un travail qui doit être fait par des dirigeants compétents, comme je dis toujours. Dès lors qu'on aura réussi l'embellie économique de ce pays, dès lors qu'on aura marché dans la bonne gouvernance, alors on pourra tenir tête à ces grandes nations. Nous allons terminer par l'arrestation des opposants, mesdames et messieurs, c'est le tout dernier sujet. Aujourd'hui, en tout cas, être opposant à la République démocratique du Congo, c'est assez difficile, comme le dit une certaine presse. Pas facile, hein, Jeff Caleb, aujourd'hui. Oui, madame, avant de répondre à cette question, permettez-moi de placer un mot. Lorsque vous dites, mon confrère dit que l'étendue de la RDC est un handicap, en tout cas, ça, il faut rectifier, sinon on risque de croire que vous êtes de ceux qui soutiennent la balkanisation du pays. Oui, la RDC, vous n'allez pas me dire que la RDC, c'est le premier plus grand pays de la planète. Il y a des pays sémantiques. Il y a des pays qui posent problème, je trouvais ça péjoratif. Il y a des pays. La plus grande difficulté de la RDC, c'est son étendue. Les gens. C'est ce que moi j'ai. C'est ce que moi j'ai réfléchi à gérer. C'est ce que moi j'ai réfléchi. Une certaine époque, de l'époque de Mobutu, on n'a pas de régionalisme. On a cherché à délimiter les espaces de gestion
parce que c'est grand. Et c'est difficile de gérer un pays aussi grand. Le Rwanda, c'est plus simple. C'est plus simple, parce que c'est petit. Je peux me résumer en disant un grand pays, il faut un grand président et un gouvernement responsable. Il n'y aura pas des institutions aussi fortes, il n'y aura pas de problèmes. Et ça, vous parlez des arrestations des opposants, mais c'est grave. C'est grave, madame. Moi, je suis vexé, abasourdi et même ahuri de constater que les choses, les gouvernements ou la justice congolaise est instrumentalisée. On arrête les pillards, mais les tueurs sont libres. Ceux qui ont tué sont libres. On n'a pas vu, mais cette question, il faut la poser au gouvernement parce qu'on a enregistré plus de 100 morts selon l'opposition, 32 selon le gouvernement de la RDC. Mais il faut maintenant poser la question de savoir qui avait donné l'ordre de tuer et qui ont tué. Donc ces gens-là doivent aussi être arrêtés et traduits en justice. Et c'est même des arrestations sélectives parce que plusieurs opposants sont sur la liste. Cette liste-là, ça paraît comme la liste de Schindler. Qui a cette liste-là? Parce qu'on nous a dit que Félix Tshisekedi était aussi sur la liste, mais il est passé dans l'aéroport. Il est sorti, il est à Paris. Mais pourquoi on arrête le secrétaire général de l'UDPS? Bon, une justice à deux mesures, à deux poids, deux mesures. Et je ne vais pas aller me porter contre le PGR. Mais je crois qu'un procureur général de la République n'agit pas sur base de déclaration à la télévision. Il doit poser des actes juridiques. Et c'est sur base de ces textes-là que ces arrestations devraient se faire. Et si la DGM anime la main sur M. Tshibal, c'est que la DGM devait avoir un document. Et on devrait savoir qu'est-ce qui est mis sur cette... Est-ce que vous avez approché, nous avons approché la DGM? Vous avez approché la DGM pour avoir... Mais la DGM, on a dit que la DGM a arrêté M. Tshibala sur instruction du PGR. L'instruction est verbale ou écrite? Mais c'est ça aussi le problème. C'est ce document. Et dans ce document, on doit motiver. Le PGR n'instruit pas la DGM d'arrêter un kidam comme ça, sans motivation. On doit le savoir. Maintenant, moi, j'aimerais reprendre ça sur un angle purement politique. Et je crois que je vais essayer de convier les gens qui sont au gouvernement, les gens qui gèrent la justice, de pouvoir lire les signes du temps. Nous sommes dans une période où les mesures de décrispation doivent passer en premier. Vous êtes procureur général de la République, certes, mais vous devez à un certain moment avoir un œil, un regard sur les actes à poser pour ne pas embraser le pays. Je pense que le chef de l'État a déjà ouvert ses portes, ouvert son cœur pour qu'on puisse aller de l'avant, apaisé, et que ces mesures devaient aller de l'avant. Cette arrestation c'est fait comme un rétro-pédalage et on va toujours remettre ça sur le dos du président de la République et ce n'est pas bon. Je crois que aujourd'hui la meilleure des actions à faire ce serait de libérer M. Bruno Tshibal pour donner justement à l'opinion cette image d'un gouvernement, d'un pouvoir qui cherche l'apaisement. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, Bongo. Sauf. On veut un pays spécial. Pourquoi? Si ils ont des éléments qui prouvent qu'il est impliqué dans ces histoires, on a une justice, elle doit faire son travail. On est dans un régime, déjà dans un régime spécial. On ne doit pas arrêter. Il fallait l'arrêter chez lui à la maison. C'est une zone de sortie, donc on leur a interdit de quitter le territoire national. Mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. D'autres sont ici à Kinshasa, ils ne sont pas allés à l'aéroport. Mais on doit aussi les arrêter chez eux à la maison. C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est un gouvernement... Je pose la question. Si aujourd'hui Franck Diongo se rend à l'aéroport, il sera arrêté. Mais parlons de Franck Diongo. Franck Diongo aussi a déposé une plainte auprès du PGR pour qu'on puisse... plainte contre des personnes connues pour justement... qu'il accuse d'avoir incendié son siège. Et voilà, et pourquoi ça n'avance pas de ce côté? Il faut qu'on arrête avec cette politique de deux poids, deux mesures. Je pense que le gouvernement a plus à gagner aujourd'hui en créant des conditions d'apaisement. Les conditions d'apaisement, c'est d'arrêter de donner des raisons à l'opposition, des raisons comme quoi ils sont maltraités dans ce pays. Ne pas organiser des marches comme c'est le cas, on choisit les mêmes dates aussi que l'opposition. Il n'y a aujourd'hui qu'un seul problème. Le problème, c'est les élections.
et dès que c'est résolu, la décrispation sera totale. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci vraiment à mes deux confrères d'avoir accepté de débattre en tout cas de ces sujets. Et merci en tout cas à nos responsables de Congo Télévision qui nous donnent l'opportunité en tout cas de parler à tout notre aise en tout cas de ces questions sensibles. Merci à vous monsieur Gabriel Chabani et Gilbert Biladi pour cette émission qui sont vraiment, en tout cas, qui est une émission très très suivie. Et merci à toi Maurice Gigando à la régie qui travaille de main de maître en tout cas pour rendre cette émission très très viable. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas à vous mes chers téléspectateurs et nous nous retrouverons en tout cas, si Dieu le permet, le mercredi pour moi. Et merci à J évidemment qui nous donne de telles intelligences. D'ailleurs, c'est à Caleb, hein, si vous voulez intégrer J.A., eh bien appelez Caleb, c'est lui qui tient en tout cas J.A., comme je l'ai dit si bien, c'est sur lui que repose J.A. Hein. Si vous voulez intégrer cette structure qui regroupe des intelligences, eh bien appelez Caleb, vous y serez reçus, en tout cas avec toute bienveillance. Nous nous retrouverons mesdames et messieurs avec le même plaisir le mercredi prochain, si Dieu le permet.